La bouteille au milieu du menu. Alors je vais vous faire une petite présentation sur la dynamique de la dette publique en disant des choses assez générales mais qui sont les trucs qui me semblent vraiment fondamentaux pour comprendre l'évolution de la dette publique. Bon alors tout d'abord si jamais c'est nécessaire de le dire, pour analyser ces questions-là, ça n'a évidemment pas beaucoup de rapport avec ce que l'on entend habituellement dans les médias, dans la presse. La dynamique de la dette publique n'a rien à voir avec l'arbitraire gouvernemental, encore moins avec ce que seraient des vertus ou des vices, ou l'opposition, laxisme, gestion rigoureuse, ni même avec le keynésianisme ou le libéralisme appliqué bêtement au gouvernement. Les choses sont un tout petit peu plus compliquées, mais pas si compliquées que ça au fond. L'autre chose importante que j'aimerais dire par rapport à cette thématique, c'est que la crise, souvent on relie directement la crise avec la question des dettes publiques, et on a un peu tendance à dire, la dette publique en soi n'est pas un problème, et puis après tout, c'est juste la crise qui a généré ce nouveau supposé problème, mais au fond, il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre à dire. Bon. En réalité, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette thèse-là. Je pense que il y a eu une hausse du ratio de dette sur PIB, bien sûr, avec la crise, comme il y en a à chaque fois. Là, avec une ampleur peut-être plus importante, mais si on regarde les choses avec un tout petit peu de recul, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des mouvements très amples dans l'évolution du ratio de dette par rapport au PIB. Mouvements très amples qui sont liés en fait à la dynamique longue du capital. Et justement, alors c'est ce que je vais essayer de développer de manière un peu trop sommaire sans doute, mais comme on n'a qu'un quart d'heure, 20 minutes, on ne peut pas faire beaucoup mieux pour l'instant. Alors justement, on va remettre en lien la dynamique macro de moyen long terme avec l'évolution de l'endettement public, en mentionnant quelles sont les variables clés et comment elles agissent en fait sur la dynamique du ratio dette sur PIB. Bon, je ne perds pas de temps à justifier le fait que je m'intéresse au ratio dette sur PIB. Ça peut faire l'objet de la discussion après, évidemment, c'est critiquable, comme tout le temps quand on prend des indicateurs clés pour raconter quelque chose. Par ailleurs, ce que je ferai à la fin de mon exposé, ça sera simplement rappeler comment, en fait, l'envers de la dynamique macro se traduit par une certaine organisation du système financier, une certaine architecture du système financier qui, bien sûr, c'est l'architecture du système financier privé, mais aussi public, parce qu'en réalité, ce qui structure très largement la finance privée, c'est l'organisation du drainage de l'épargne, éventuellement, pour les finances publiques ou de création monétaire pour les finances publiques. Donc bref, finalement, ce qui est peut-être premier, c'est pas comme souvent on le dit. Moi, j'ai tendance à penser que ce qui est premier, c'est la manière dont on veut financer le déficit public qui va structurer le système financier et qui va ou non donner une importance à la finance privée. Je ne le démontrerai pas bien, je développerai un peu cette idée sans vraiment bien le démontrer, mais peut-être qu'on pourra en discuter là aussi. Voilà, et bien sûr, ce que je ferai aussi, c'est que j'essaierai de définir, sans doute trop sommairement là encore, mais quand même, au moins j'essaierai de le faire, le contenu de classe de ces dynamiques longues, et finalement, l'envers, en termes de contenu de classe, des grandes évolutions du ratio dette sur PIB. Donc, premier point, quelques mécanismes de base pour comprendre le ratio dette publique sur PIB. Premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'évidemment, les administrations publiques, on peut porter sur elles un regard microéconomique, mais ça ne permet pas de comprendre l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que, de par leur taille et leur fonction, j'allais dire, les administrations publiques sont des entités qui sont d'emblée macroéconomiques. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que quand elles font quelque chose, en fait, ça rétroagit sur le système, si bien que ça fait tout bouger, et du coup, on ne peut pas mener une simple analyse comptable. Voilà, donc il faut avoir d'emblée une analyse macroéconomique quand on fait des finances publiques. Et c'est ça le problème, très souvent, c'est que
soit par manque de compétences, mais je crois que c'est pas ça, c'est surtout par idéologie. On en parlera peut-être un petit peu après, mais très souvent on a une analyse purement comptable des finances publiques, c'est bien sûr faux. Alors, sur l'aspect idéologique, on en est revenu en économie à avoir uniquement une analyse comptable parce que le courant dominant en est venu à faire passer de manière hégémonique l'idée que le multiplicateur dit keynésien serait égal à 0. Bon. Alors, la grande affaire, c'est qu'ils ont découvert, ils ont redécouvert que le multiplicateur n'était pas nul. Donc, justement, du coup, il y a des dissonances qui ont lieu et des incohérences parmi ceux qui dominent. Bon, bref. Là aussi, on aura peut-être l'occasion d'en dire quelques mots un peu plus tard. Donc, premier élément qui est fondamental pour comprendre la dynamique de la dette publique, c'est l'analyse du cycle, en fait, des keynésiens, en fait, des post-keynésiens dans les années 50-60. Eux, ils nous ont apporté ce truc-là, ils nous ont raconté justement qu'il y a une relation inverse entre l'endettement privé et l'endettement public, en lien en fait avec le développement du cycle économique. C'est archi simple, la seule chose c'est qu'il fallait prendre le temps d'y réfléchir. Je vous le fais très simplement. Quand l'économie est en phase d'accélération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande privée est plus importante. Et qu'est-ce qui nourrit la demande privée? C'est le fait que les agents privés vont avoir tendance à désépargner et plutôt s'endetter pour investir ou pour consommer. Et donc, bien sûr, là, on a une tendance à la hausse de l'endettement privé. Puis, corrélativement, comme il y a une bonne activité économique, eh bien, les finances publiques se portent mieux, il y a plus de ressources fiscales. Il y a moins besoin de procéder à des dépenses publiques d'urgence, quoique de toute façon les dépenses publiques en réalité varient très peu en lien avec la conjoncture, elles varient un tout petit peu, mais beaucoup moins amplement que les recettes. Et bref, quand on est en phase d'accélération de l'activité, eh bien les finances publiques vont mieux, et donc finalement on a moins de dette publique et plus de dette privée. Qu'est-ce qui se passe quand on est en phase de ralentissement de l'activité ou de récession? C'est exactement l'inverse. Les agents privés cherchent à tout crin à se désendetter. D'ailleurs, ça peut être une des raisons pour lesquelles on est en récession. Donc, comme ils cherchent à se désendetter, ils y arrivent plus ou moins, d'accord? Leur dette diminue plus ou moins. Mais puisqu'ils cherchent à se désendetter, ils consomment moins, ils investissent moins. Donc, il y a moins d'activité économique. Et donc, bien sûr, l'horrible État est là pour compenser tout ça. Enfin, il ne le fait pas volontairement. C'est sa simple présence qui fait que ça a lieu. Il va y avoir un peu plus de dépenses publiques, et puis surtout dans les pays capitalistes avancés, il y a un système fiscal où souvent il y a quand même un peu de progressivité. Et donc quand il y a de la progressivité dans le système fiscal, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en phase de ralentissement, eh bien, les prélèvements vont ralentir encore plus vite que l'activité. Et donc finalement ça va limiter la baisse de la demande globale. Voilà, bon, ça c'est ce qu'on appelle le stabilisateur automatique. Bon, bref. Et donc tout ça, ça n'a pas été créé de manière consciente, on s'est aperçu de ce truc-là a posteriori, mais bref, ça fait que on a l'envers du décor. En phase de ralentissement, on a plus de dette publique et moins de dette privée. Donc il y a un jeu de vases communicants entre les deux. Et voilà, ça c'est la base, donc ça c'est le cycle économique. Et donc quelqu'un comme Alvin Hansen, lui, il pensait qu'on est stable, grosso modo, le stock des dettes est stable dans le temps. Bon, alors on va voir, en fait, je ne vais pas vous montrer les stats avec dette privée plus dette publique, mais en fait, vous admettrez que c'est juste. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est qu'il y a des tendances et qui ne peuvent pas être analysées par les keynésiens en tant que tels. Ils ne se sont pas posé la question, ou ils ne réfléchissent pas, ils ne sont pas saisis de cet objet en tant que tel. Et c'est plutôt, notamment les marxistes, qui s'intéressent aux raisons pour lesquelles il y a une tendance dans l'évolution, une tendance donc à moyen-long terme dans l'évolution des ratios de dette sur PIB. Alors l'autre élément clé dans les mécanismes de base pour comprendre l'évolution du ratio dette sur PIB, et puis je vous montrerai quelques graphes là-dessus, c'est l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. Alors ça donne en fait un élément important pour voir si la contrainte budgétaire est dure ou faible. Si on a un taux d'intérêt qui est supérieur au taux de croissance, eh bien on est dans une situation où la contrainte budgétaire est dure, et donc pour simplement stabiliser le ratio dette sur PIB, il faut procéder à des excédents budgétaires primaires. Pourquoi? Parce que y a un coût de la dette qui est très élevé et qui augmente tout seul. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Quand on a le taux d'intérêt supérieur au taux de croissance, c'est ça l'effet boule de neige, c'est le fait qu'on a la dette publique qui augmente toute seule, même avec des finances publiques prises hors intérêt qui sont saines, voire excédentaires.
Alors, inversement, si on a le taux d'intérêt qui est plus faible que le taux de croissance, là, on a une contrainte budgétaire faible parce qu'on peut avoir à la fois stabilisation du ratio dette sur PIB et aussi déficit primaire. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça permet de faire énormément de choses et justement, et du coup, de renforcer aussi le taux de croissance de l'économie et du coup, de maintenir un niveau faible de ratio dette sur PIB. Autre élément qui joue évidemment dans la détermination de l'évolution du ratio, c'est les trifouillages dans le système fiscal, les changements dans la structure fiscale et dans le niveau des impôts. Et donc pour dire les choses assez simplement et de manière assez triviale, quand on baisse les impôts ou quand on amoindrit la progressivité du système, ça fait monter le ratio. Voilà. Et évidemment, ça a un rapport aussi avec la redistribution interne dans l'économie et avec l'évolution des inégalités, bien sûr. Quand on diminue la progressivité du système fiscal, en général, ça conduit à moyen terme à augmenter les inégalités, même à court terme, ça conduit à augmenter les inégalités dans la société. Bon. Et donc, finalement, on voit qu'il y a deux choses. On fait deux choses dans ce cas-là. On fait monter la dette publique et on fait aussi monter les inégalités. Donc, on voit bien qu'il y a il y a une question de rapport de classe qui joue dans ces trucs-là. Bon. Ensuite, l'autre élément sur lequel je tiens à dire deux mots, c'est le lien entre dette et monnaie. On entend parfois aussi, y compris dans nos rangs, si je puis dire, dans les rangs de ceux qui ont une pensée critique, que la dette, ça serait mauvais en soi, qu'il ne faut pas être endetté, mis à part même la question des générations futures, bon, qui est une vue de l'esprit, on discutera peut-être de ça après, je ne veux pas trop en parler maintenant, mais il y a un lien entre dette et monnaie, tout simplement parce que dans nos économies modernes, la monnaie, c'est de la monnaie de crédit. Et donc l'idée c'est que s'il y a de la monnaie pour qu'on puisse faire nos achats et qui fait que donc du coup il y a des transactions et que le système fonctionne. Je parle du capitalisme bien sûr. Eh bien c'est parce qu'il y a des gens qui sont endettés parce que donc la monnaie est créée quand on s'endette et quand on rembourse ses dettes la monnaie est détruite, d'accord. Et donc s'il y a de la monnaie c'est qu'il y a suffisamment de gens qui se sont endettés pour que on puisse justement procéder à nos achats. Et donc finalement bon ça c'était une des découvertes, une des redécouvertes en fait de ces fameux keynésiens dont j'ai parlé tout à l'heure dans les années 50-60, mais c'est une idée qui est quand même un peu plus ancienne. Et donc l'idée c'est que la contrepartie de la monnaie c'est des dettes. Et donc s'il n'y a plus de dettes, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'activité économique. Bon voilà, en gros je dis les choses simplement. Que cette dette soit publique ou privée. Voilà. Et donc bien sûr, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde se désendettait en même temps parce que la dette c'est très mal et qu'il ne faut surtout pas avoir des dettes? Et bien résultat des courses, bien sûr, il n'y aurait plus d'activité parce qu'il y aurait une préférence pour la monnaie, pour pouvoir rembourser ses dettes. Donc en fait, comme tout le monde voudrait de la monnaie, il n'y aurait plus de monnaie. Dès que quelqu'un aurait un peu de monnaie, il la donnerait à son banquier pour rembourser sa banque et ses dettes. Et donc il n'y aurait plus d'activité économique, il n'y aurait plus de prix, il n'y aurait plus rien. Bon voilà, ça n'a pas de sens. Bon. Voilà. Je suis désolé, je vais un peu à la tronçonneuse, mais c'est pour poser un petit peu les éléments dans l'analyse. Bon, et donc nous, on va s'intéresser à quoi? On va s'interroger pourquoi, comment il y a une tendance. Et donc, du coup, quelle est la traduction en termes de rapport de classe une tendance baissière ou une tendance haussière du ratio dette sur PIB. Alors, je vous montre ce premier graphique. Après, j'en vais en montrer plein, mais je vais passer plus de temps sur celui-là, parce que celui-là, c'est le plus beau. Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le FMI en 2010. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement le ratio de dette sur PIB pour le G7. Et ce truc-là, j'en avais rêvé, mais je n'avais pas pris le temps de le faire, ni même cherché à le faire, ne serait-ce que parce que avec les données pour les États-Unis, c'est pas tout à fait homogène avec les pays européens, donc il faut s'emmerder à refaire des choses sur les données, donc on perd du temps tout de suite. Et là, le FMI l'a fait pour nous, et on a une belle courbe en U, où on part d'un niveau très élevé du ratio dette sur PIB dans l'après-guerre, donc ça commence en 1950, et ça descend jusqu'au milieu des années 70, avec, ça stabilise plus ou moins, voilà, il y a des trajectoires nationales qui déséquilibrent un peu ce truc-là, mais grosso modo, on a ça, et puis ensuite, hop, ça remonte, et on revient au point de départ. Donc, sauf qu'en 1950, juste avant, il y avait un niveau d'endettement très élevé qui résultait bien sûr de l'effort de guerre, et on arrive en 2010 avec le même niveau. Ça résulte peut-être de l'effort de guerre, des guerres qui ont été menées bien sûr dans les pays périphériques, mais ça résulte essentiellement bien sûr de la guerre sociale aussi qui est menée à l'intérieur de ces pays capitalistes avancés et de ce que Dumini et Lévy appellent le néolibéralisme. Je leur emboîte le pas, j'utilise grosso modo leur cadre d'analyse.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-guerre? Bien sûr, on a un compromis social, un ordre productif particulier qui est mis en place. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire que tout le monde connaît bien sur les 30 Glorieuses, la période social-démocrate ou la période fordiste, ou je ne sais quoi, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais grosso modo, qu'est-ce qui se passait durant cette période-là? Oui, on a eu un taux de croissance élevé, un taux d'accumulation élevé, une très forte dynamique des dépenses publiques. Pour les salaires, c'est pas aussi clair, les salaires ont augmenté seulement en fin de période, mais on a quand même donc une politique budgétaire qui est très volontariste, une politique monétaire qui est très souple, avec des taux d'intérêt qui sont très faibles. Et donc, durant toute cette période d'accumulation rapide et de croissance rapide, on a eu aussi une diminution des inégalités, d'accord? On est dans un système où l'impôt sur le revenu progressif joue un rôle important dans tous les systèmes fiscaux de ces pays capitalistes avancés. Et voilà, la traduction de tout ça, c'est une tendance à la diminution du ratio dette sur PIB, en vertu des principes, au fond, que j'ai raconté tout à l'heure sur l'analyse keynésienne. Comme on avait une dynamique économique forte, il n'y a pas eu besoin, finalement, de surcompenser par un endettement public. Ou même si, on va dire les choses autrement, même si les administrations publiques ont été très dépensières, en réalité, ça a eu un tel effet sur l'activité économique que ça a fait diminuer le ratio. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on a changé d'ordre productif à plusieurs niveaux, bien sûr, et c'est la mise en place du néolibéralisme avec un nouveau rapport de classe, notamment parmi les classes dominantes, avec un moindre taux de croissance, moindre taux d'accumulation et une tendance régulière à la hausse du ratio dette sur PIB. Alors, comme je viens d'apprendre avec effroi qu'il ne me reste que 5 minutes, alors que j'avais encore des tonnes de trucs à vous dire et que j'aurais pu finalement y passer 4 heures, comme toujours, je vais simplement aller à l'essentiel. Je ne vais pas vous montrer de graphes qui justifient tout ça. Vous m'avez cru sur parole et puis on y reviendra plus tard. Je vais aller à la fin et puis voilà, pas problématique. Donc dans ces deux systèmes, au fond, la contrepartie de tout ça, c'était notamment l'organisation de la finance. On est de toute façon dans le capitalisme, bien évidemment, qui repose sur l'exploitation de la force de travail. Et ensuite, par contre, évidemment, il y a plusieurs manières de répartir la plus-value au sein des classes dominantes. Bon, eh bien, il se passe que, juste après la Deuxième Guerre mondiale, en raison notamment des rapports de force internes aux pays capitalistes avancés, mais bien sûr aussi la présence du grand Satan soviétique, eh bien, il y a eu des compromis de classe qui ont conduit à la mise sous tutelle de la finance. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a eu un très fort cloisonnement des activités financières. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas sortir de son bilan n'importe quoi pour le revendre, d'accord? Ça veut dire que les dettes étaient peu négociables, d'accord? Que ça soit privé ou public, les dettes étaient peu négociables. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans l'autre système? Donc la finance était contrainte dans ce système-là, c'est la mise en œuvre de l'euthanasie du rentier. Bon, dans le nouveau système, dans le système néolibéral, c'est une histoire qui commence à être bien connue, au moins dans nos rangs. On est dans ce que j'ai appelé la finance contraignante, donc on lâche la finance, hein, d'accord? Donc c'est la révolte des classes, de la classe financière, de la propriété capitaliste, qui veut davantage valoriser son capital et qui veut justement se réapproprier une fraction plus importante de la plus-value.
Et donc, ça a conduit à déréguler la finance. Alors, dérégulation, attention, faut pas, ça ne signifie pas qu'il y a absence de régulation. Là encore, ce mot, finalement, il faudrait en trouver un autre. On a changé les règles de la finance. Il y a toujours une intervention très forte, au fond, des pouvoirs publics, parce qu'on a besoin d'édicter des normes pour avoir des points de repère, pour procéder à des échanges. Et d'ailleurs, l'essentiel des taux de rendement, ils sont souvent comparés avec les taux de rendement des dettes publiques, etc. Bon, bref. Et donc, du coup, bien sûr, ça a changé aussi les choses pour les finances publiques. Les finances publiques elles-mêmes, qui étaient peu négociables, sont devenues négociables. Et du coup, bien sûr, on a accepté de les mettre sous le regard et sous le jugement de la finance internationale. D'accord ? Donc, il y a une cohérence globale dans tout ça. On a volontairement, en quelque sorte, inversé la hiérarchie entre finance et, j'allais dire, et société. Voilà. Alors bon, je pourrais beaucoup développer ces trucs-là. Craquer 5 minutes. Oui. Mais on va quand même pas me couper la parole, j'aurai le dernier mot. Je voudrais simplement dire un truc sur les rapports de classe. Donc, alors là aussi, il y a des choses qui sont souvent clairement dites, notamment par Duménil-Lévy, sur le fait qu'avec leur thèse, voilà, il y a les cadres, les financiers, et puis les travailleurs, en gros, le truc tripartite. Bon, et donc l'idée qu'évidemment, dans la période fordienne, c'est les cadres qui ont la prééminence, et puis qu'ensuite il y a une inversion. Bon, alors il faut quand même juste signaler que oui, ceux qui dominent c'est les financiers, mais en même temps c'est parce qu'ils ont mis en harmonie les intérêts des autres avec eux-mêmes. Autrement dit, ceux qui sont les cadres, les managers et compagnie, une fraction d'entre eux, au moins la fraction la plus élevée, ils sont devenus des capitalistes, des vrais eux-mêmes, par justement la hausse de leur rémunération et tout ça, ce truc que j'ai pas le temps de vous raconter. Et du coup, corrélativement, le rôle de l'État lui-même a changé fondamentalement. Dans la période d'après-guerre, bien sûr, l'État est là quand même pour garantir que les rapports capital-travail se perpétuent et que le travail est toujours exploité, qu'il y a toujours extraction de la plus-value, mais dans ce cadre-là, il y a eu quand même beaucoup d'avancées pour les classes dominées. D'accord ? Les classes dominées qui ont gagné des droits sociaux, c'est le développement donc du salariat et voilà, et de tout les systèmes de protection sociale dans leur diversité, bon, et dans leur caractère subversif. Alors ensuite, bien sûr, quand le rapport de classe s'inverse à la charnière des années 70-80, et bien sûr, le rôle de l'État change par rapport aux classes dominées. L'État n'est plus finalement ce protecteur des classes dominées en échange, en quelque sorte, qu'il soit bien gentil dans le rapport d'exploitation au fond. Ce contrat tacite est rompu et l'État, progressivement, justement, applique à nouveau, exclusivement, le programme des classes dominantes. Alors on dira peut-être pas exclusivement, justement, ça dépend des circonstances, mais très souvent, quand il y a une polarisation du conflit, il est tranché, la plupart du temps, en faveur des classes dominantes. Voilà. Bon, merci, c'est fini pour... Merci.